Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue avec comme invité aujourd'hui Yassine Awadi, entraîneur individuel qui va nous expliquer toutes les particularités d'un métier assez récent dans le basket professionnel, mais qui est très en vogue et qui a beaucoup d'avenir, je pense. On voit beaucoup d'entraîneurs individuels, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le monde professionnel. Ça vient des États-Unis, mais également maintenant au niveau amateur. Donc on va essayer de creuser un peu tout ça et de savoir exactement ce qu'il en est avec Yassine. C'est parti pour notre conversation avec Yassine Awadi. Salut Yassine, bienvenue parmi nous dans le podcast. Salut Nico. Avant de commencer, et pour ceux qui suivent pas le basket et qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et un peu nous résumer ton parcours ? Bien sûr, je suis Yassine Awadi, j'ai 44 ans. Déjà ? Déjà, c'est ça. Je suis maintenant entraîneur individuel depuis presque 10 ans. Je suis entraîneur de basket presque depuis 20 ans. Et voilà, aujourd'hui, j'accompagne les joueurs professionnels dans leur quotidien. Je l'ai fait au sein d'un staff dans un club, je le fais aujourd'hui en tout cas, et je l'ai fait avant en consultant. Je suis également entrepreneur, fondateur de Upsilon, qui est aujourd'hui un camp, mais également une formation, et bien évidemment, comme je disais, du coaching individuel au quotidien. On va revenir sur tout ça plus en détail plus tard. Avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir un peu comment tu es devenu coach individuel, notamment il y a plus de 10 ans maintenant, comme tu l'as dit. C'était quand même, c'était pas aussi en vogue que maintenant. Donc explique-moi un peu tout ça. Déjà, avant de parler de cette phase de travail individuel, j'ai commencé, je vais dire un peu comme tout le monde, un peu comme tous les coachs, j'ai commencé par travailler avec des équipes. Donc j'ai envie de te dire, maintenant ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis dans l'entraînement. Donc les 10 premières années, j'ai appris à entraîner une équipe. Donc j'ai eu un premier passage où j'ai appris finalement mon métier à Lasvel. J'ai fait partie des premières générations d'entraîneurs qui ont été sous contrat d'apprentissage et en alternance dans une structure, et notamment c'était Lasvel. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après ce passage-là, j'ai fait à peu près, je dirais, à peu près 7-8 ans dans le même club. Un club, en sortant de Lasvel, j'étais dans un club qui était en championnat de France. Et puis, durant cette expérience-là, j'ai assez vite compris que, plus pour différentes raisons, parce que je pouvais avoir des difficultés à entraîner mes équipes, c'est-à-dire dans le sens où j'avais pas forcément toujours le nombre qu'il fallait à chaque entraînement. Alors, je parle des jeunes, je parle des seniors. J'ai vite organisé, en fait, des temps de travail individuels. Et c'est comme ça que je suis venu à cette conclusion de se dire, ok, je pense que l'avenir, il est là. Je pense que je peux créer un parcours, en tout cas là-dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur les 10 dernières années à faire ce travail-là. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le travail individuel, c'était très... je tâtonnais un peu le terrain, parce que j'avais pas vraiment d'exemple à l'époque. Donc tout a été un peu de la découverte. Ok. Et maintenant, avec l'expérience que tu as, donc voilà, tu l'as dit, tu as eu la double casquette entre coach d'une équipe et coach vraiment individuel, skills coach, on va aborder différents noms. Bien sûr. C'est quoi pour toi vraiment la principale différence entre coacher une équipe et coacher un individu ? Déjà, on va commencer, je dirais, par le fait que tu n'as pas forcément la même approche. Pour commencer, disons qu'avec une équipe, tu es principalement sur les aspects tactiques, alors que quand tu es sur de l'individu, tu es bien évidemment sur sur une approche personnalisée, mais tu es pleinement sur la performance individuelle. Alors, tout dépend aussi, comme... Que son équipe ou pas gagne, tu t'en fous, quoi. Je vais pas te dire oui, mais je vais te dire en tout cas, ce qui m'importe, c'est que le joueur sur le terrain fasse les bons choix. C'est ça qui va m'importer dans le quotidien. Après, je te dirais la relation aussi. Une grande différence, c'est quand tu manages une équipe, on va dire t'es sur des dynamiques différentes. Et je pourrais raconter pas mal de choses là-dessus, mais parce que non seulement j'ai coaché des équipes, mais j'ai été aussi témoin en étant assistant dédié au développement individuel. J'ai pu voir pas mal de choses intéressantes. Mais je dirais que quand tu es dans l'entraînement individuel, en tout cas quand tu es sur les aspects individuels, tu vas développer une autre relation avec le joueur.
tu vas essayer en tout cas d'être, comment je dirais, tu as une disponibilité qui est différente, tu vas créer une relation qui est différente et tu vas passer énormément de temps avec lui, en dehors en tout cas du travail collectif. Et c'est quoi d'ailleurs tu as parlé de l'Asvel, mais les clubs avec lesquels tu as collaboré, tu vois, mais pas en tant que coach principal, mais entraîneur individuel? Bah, en fait, moi j'ai un parcours un peu atypique parce que moi j'ai commencé, comme je te disais, j'ai passé mes 2 premières années en tout cas de mon cursus à l'Asvel. Et puis très vite, je suis arrivé dans un club de championnat de France qui est l'Agneux. Et là, en fait, déjà, j'avais commencé à mettre en place des choses sur les jeunes, sur le travail individuel. J'y suis resté, comme je te disais, 7-8 ans. Et puis après, pour me lancer dans le travail individuel, c'était un peu compliqué à l'époque parce que... Il y avait des formations ou pas? Enfin, non, il n'y avait absolument rien qui existait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que... On en parle, mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je crée une formation. Parce que... à l'époque, je cherchais un cadre et j'avais beau en parler, j'avais beau en discuter, que ce soit avec des coachs pro, à l'époque des directeurs sportifs, il n'y avait absolument rien qui existait et je vais aller un peu plus loin que ça. J'ai discuté avec des directeurs sportifs que tu connais qui étaient les premiers à me dire qu'il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait pas d'avenir dans le travail individuel. T'as les noms ou... On les connaît, bref. Donc, c'est pour te dire en tout cas que non, il n'y avait absolument rien. Donc finalement, ton expérience, tu vas la créer aussi avec des rencontres. Donc, je sais pas, je peux te donner plusieurs exemples. Par exemple, j'ai collaboré avec Paul Doroshenko. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au tir, j'ai commencé à comprendre que les préférences motrices avaient un enjeu. En tout cas, qu'il y avait un véritable enjeu sur le tir et pour ça, voilà, c'est une rencontre qui a un peu provoqué tout ça. Paul avait travaillé déjà avec... alors c'est assez drôle, il avait déjà travaillé avec Roger Federer à l'époque, donc il était plutôt spécialisé dans le tennis. Non, c'est vrai. Je pensais qu'il était plus dans le basket. Mais pour le coup, un préparateur, c'était un préparateur physique, ostéopathe. Tu vois déjà des profils qui étaient un peu atypiques. Ouais. Déjà, à l'époque, je me posais déjà cette question-là, mais il avait collaboré avec Antoine Rigaudot. Je me souviens encore. On en parlait pas mal. Et lui m'avait vraiment parlé de, tu vois, la relation qu'il pouvait avoir entre l'œil et la main. Et à partir de là, m'expliquer, tu vois, c'est des choses dont on a beaucoup discuté au quotidien, de dire que finalement, ça avait un impact fort sur la posture. Or, la réalité, c'est que aujourd'hui, quand tu souhaites travailler le tir, il y a plein de choses, on peut parler de beaucoup de choses, mais la posture, ça reste un enjeu quand même majeur. Donc, voilà, c'est des rencontres qui ont provoqué aussi, qui ont amené tout ça, quoi. Et c'est qui le premier joueur vraiment qui t'a fait confiance? Tu vois, parce qu'au final, c'est quand même de la confiance. Le plus dur, c'est vraiment quand tu démarres, au final, de trouver ton premier client ou ton premier club qui vraiment a dit bon, allez, on a un budget pour ça, let's go, quoi. Moi, je dirais que assez sûr que j'aurais dit, je dirais forcément Lukemba Moutet, parce qu'à ce moment-là, j'ai... Précise qui c'est pour ceux qui connaissent pas. Alors, Lukemba Moutet, c'est un joueur qui a joué, qui est passé par l'université du UCLA et qui ensuite a été drafté et a joué en NBA presque, je dirais, 10 ans, hein, bien 10 ans. Il est passé par les clubs, il me semble, des Bucks, de Milwaukee, les Sixers également, les Clippers, Houston notamment. Et à ce moment-là, écoute, c'est un entraîneur que j'avais rencontré, je crois, l'été précédent, que j'avais rencontré sur un camp, notamment sur Paris, qui a été à MW, parce que c'était un des premiers camps où je voyais en France... on va dire des joueurs qui venaient un peu de partout. On pouvait trouver des joueurs professionnels, des joueurs de Pro B, des joueurs de N1. Certes, tu avais des joueurs français, tu avais des joueurs, je me souviens, tu avais des Lituaniens, des Espagnols, tu avais un peu tout le monde. Et puis là, je rencontre un coach qui, pendant la semaine, m'a parlé de Luc et qui me dit, tu sais, des fois, il fait appel à des entraîneurs pour bosser le tir. Il m'avait vu sur quelques séances, il avait trouvé ça intéressant. Et quelques mois plus tard, il me rappelle et puis il me dit, écoute, je pense qu'il y a un créneau, je pense qu'il y a un truc à faire avec Luc. Et voilà, tout s'est enchaîné derrière. T'étais dans quel état d'esprit là? Tu te dis à la NBA, à peine je démarre, je suis déjà quasiment en NBA. Non, si tu veux savoir vraiment honnêtement, la première fois, je l'ai pas cru. T'as pas cru? Non, j'y ai pas cru du tout. Le canular. J'y ai pas cru du tout. Je me suis dit non, les mecs, après je vais te dire, on connaît un petit peu. Promesse quoi. Il y a quoi. Des fausses promesses, des gens qui disent je connais un tel, je connais ci. Voilà, je vais pas faire un dessin, mais à ce moment-là, j'y crois pas forcément, même si comme je te le redis, j'ai un super relationnel avec lui et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais je le crois pas, et en fait, finalement, c'est le lendemain. Je reçois un coup de fil, je suis Luc, et c'est un peu
C'est un peu comme ça que ça commence au final. Et donc il me dit voilà, j'ai eu ton numéro par Louis, et il me dit voilà, moi j'aimerais progresser là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois les choses. Et puis finalement, je crois quelques jours plus tard, je le rejoins à Genève. Okay. C'est comme ça que ça se joue. Je le rejoins à Genève et je viens avec des vidéos, je viens lui expliquer un petit peu ce qui fait mal, ce qui fait pas. Et c'est justement ça ma question, c'est t'as du doute un peu au moment de tu vois, t'as pas été joueur NBA toi-même. Ouais, bien sûr. Tu dois expliquer à un joueur NBA quand même ce qui fait de mal. Alors maintenant, avec l'expérience, tu as l'habitude, tu as coaché des joueurs, tu sais que c'est pas forcément parce que tu n'as pas été joueur pro que tu peux pas expliquer à quelqu'un ce qui fait de mal. Mais est-ce que la première fois, tu t'es pas là un peu en mode je vais devoir expliquer au gars tu vois, c'est pas simple. Je comprends très bien. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur un peu. Ouais, bien sûr. Qui touche un peu tout le monde plus ou moins. Bien sûr. Et toi, du coup, à ce moment-là, je me disais, ça doit pas être simple, quoi. Non, t'as raison, c'est pas simple. Après, j'ai préparé le rendez-vous. Je veux dire, j'ai pas dormi pendant quelques jours. Hein, je vais pas dire le contraire. J'ai trié toutes les vidéos. J'ai fait un gros travail de préparation. Après, je suis quelqu'un qui, je vais te dire, qui doute pas. Okay. Je pense, moi, je suis quelqu'un qui doute pas. C'est-à-dire, quand tu me parles de syndrome de l'imposteur, je le comprends complètement. Après, c'est des opportunités aussi. Et tu te dis là, j'en ai une, et j'ai pas envie de la rater. Et quand j'arrive dans ce rendez-vous-là, je me dis, il faut que je connaisse le joueur sur le bout des doigts, que je le connaisse par cœur, que je sois capable de dire, attends, tu vas combien de fois à gauche, combien de fois à droite, tu tires combien de fois, dans quelle zone, dans quels espaces, dans quelle situation de jeu. Je dois connaître tout, son point par possession, son pourcentage. J'ai envie de te dire même son parcours, ses coachs. Voilà le travail que je fais avant. Et quand tu arrives, en fait, pour moi, la préparation, c'est de cette façon-là. Et c'est quelque chose après que tu retrouves dans mon parcours et dans mon travail au quotidien avec les joueurs. C'est que je pense que la préparation, c'est la meilleure façon de construire sa confiance. Donc j'arrive bien évidemment, hein, je ne vais pas dire le contraire, forcément, il y a une forme de peur, mais c'est plutôt positif. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est pas, je veux dire, moi maintenant, je dois expliquer des fois quelque chose au basket à un jeune sur un camp. Bien sûr. Tu sais, quand tu vois qu'au début, tu n'arrives pas forcément, tu te dis, attends, tu doutes aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est rien à voir avec... et de toute façon, c'est prouvé scientifiquement que le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui est super répandu. Je crois que Serena Williams, elle en parlait encore. Tu vois, t'imagines, tennis, elle en parle. Bien sûr, c'est vrai que quand j'arrive... Vraiment pour te faire rigoler, quand j'arrive là-bas, c'est tu vois, tu switches, il y a un changement de monde. Parce que moi, à ce moment-là, ok, certes, les étés précédents, je pouvais côtoyer des joueurs professionnels, je pouvais côtoyer des joueurs de Pro B, on est ok. À ce moment-là, c'est ma réalité. J'étais avec des joueurs de championnat de France dans le Lyonnais, mais là, je switch de monde. Hein. Parce que quand j'arrive à Genève, j'arrive dans un hôtel 5 étoiles de luxe au bord du lac. Je comprends que je change de dimension juste en arrivant, en fait. Juste en arrivant. Et là, tu dis, OK, il faut que je prenne le lead sur le rendez-vous. Faut pas que je subisse. Faut que j'envoie. Et écoute, ça s'est super bien passé parce que, voilà, on a passé 2 heures à discuter. On a passé beaucoup de temps à parler des différents échecs et de là où il voulait, en fait, arriver. Et finalement, je crois, peut-être 2 semaines plus tard... je reçois les billets d'avion pour le rejoindre à Houston. Okay. Et c'est un peu comme ça. Et quand je te dis je pars, franchement, je sais même pas où je vais, en fait. Je vais à Houston, je sais même pas où je vais dormir, je sais absolument pas. Hein. J'y vais en me disant, de toute façon, c'est une opportunité, il faut la saisir, il faut y aller et il faut bosser. Et donc, avec Lukemba Mbute, combien de temps tu as collaboré avec lui et c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué positivement ou négativement sur tout l'aspect un peu, tu vois, NBA dans ton domaine à toi? Alors déjà, pour commencer, j'ai travaillé la première fois avec Luc, je suis resté presque un peu plus de 2 mois avec lui. Et ensuite, j'y suis retourné pendant la saison. Donc il y a eu, je passe quelques détails, mais il s'est passé quand même pas mal de choses entre ces 2 temps-là. Mais c'était intéressant parce que, je veux dire, la différence, elle se fait que quand tu as un joueur NBA, ce que je comprends très vite, c'est que la notion de travailler, elle est absolument pas... c'est pas une question, en fait. On travaille, c'est normal. Je vais te donner un chiffre très clair. On faisait à peu près, en moyenne, on faisait 1500 tirs par jour. Et on parle pas d'une superstar. On parle pas d'une superstar. Non, on parle pas d'une superstar, mais on parle d'un joueur qui avait compris une chose, que s'il progressait dans le tir, il se donnait soit l'opportunité de gagner plus d'argent, et que c'était très clair. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les rencontres
qui font à un moment donné que tu comprends aussi un peu mieux, aussi ce business. Et tu comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Et là, il te dit très clairement, si je progresse, soit il y a je gagne plus d'argent, donc je monétise, soit à ce moment-là, je me donne l'opportunité de jouer dans une meilleure équipe. Okay. Et dans une équipe qui va jouer les playoffs. Ouais, okay. Et donc là, pour la petite histoire, tu vois, j'ai fait la première semaine, on avait fait un deal sur le fait de se dire on travaille une semaine ensemble. Et après cette semaine-là, c'est soit je rentre chez moi, soit on continue. Et faut savoir que je dirais peut-être le 6e jour, peut-être le 5e ou 6e jour, ça va pas. C'est vrai ? Ouais, ça va pas. La séance, ça va pas. Les séances étaient très structurées et j'étais là, je voyais bien que ça prenait pas, ça marchait pas. Et là, à ce moment, je sens le clash, je le sens arriver. Je le sens arriver et donc on se clash pendant peut-être à discuter, peut-être 15-20 minutes à se clasher sur le terrain et lui, il m'explique que ça fonctionne pas, qu'il comprend pas, que tu vois, je sens beaucoup de frustration. Et là, au lieu de je veux dire, à ce moment-là, je pense que je suis presque en roue libre en me disant, écoute, perdu pour perdu, je pars demain. Je pars demain et à ce moment-là, écoute, moi je lui explique, voilà, je lui explique simplement le principe de se dire, si t'as pas envie de sortir de ta zone de confort, à un moment donné, je peux rien faire pour toi, quoi. Et au final, écoute, je pense que, pour résumer, je pense que le discours a fonctionné. Et puis derrière, je pense que derrière, on a enchaîné. C'était, il y avait beaucoup de partage, parce que c'est une réalité, il faut partager pour avancer. Faut dialoguer. Et donc, est-ce que tu avais déjà, à l'époque, tu vois, tu parlais de structurer tes séances, est-ce que tu avais déjà une méthode à toi ? Comment tu avais un peu pensé, tu vois, à ta façon de faire dans la structuration des séances, dans le fait de bosser? Tu disais que tu as regardé beaucoup de matchs. Et est-ce que cette méthode, est-ce qu'elle évolue sans cesse ou alors tu es assez proche de ce que tu faisais encore avec lui au début, quoi? Non, ça c'est une certitude, ça a complètement évolué. Je te dirais, pour me rappeler, à cette époque-là, j'essayais vraiment d'être dans un esprit, comme je disais, la data, c'était déjà l'évaluation, c'est un enjeu. C'est un enjeu, donc avoir un maximum de data sur le joueur. Mais le problème, c'est que quand t'arrives l'été, et quand t'as un joueur qui, en fait, finalement, est entre deux contrats. Parce que là, à ce moment-là, quand je suis avec lui, il part chez les Kings, à Sacramento, et donc il part des Sixers, où il avait eu Brett Brown, un coach avec qui il avait vraiment connecté. Et là, il arrive avec George Karl, qui a une approche qui est totalement différente, et qui allait avoir une utilisation du joueur totalement différente. Je vais faire très simple, c'est bien d'avoir des datas, mais tu sais que ça peut changer ça va changer d'une saison à une autre. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment concentré sur de l'analytique. Je me suis concentré là-dessus. Je me suis concentré sur le fait qu'à un moment donné, on devait avoir la bonne posture, lui donner des repères sur les attrapés, lui donner des repères sur les finitions. J'étais vraiment purement sur de l'analytique. Et à ce moment-là, il y a une vraie... alors je te dis ça, évidemment, t'as des moyens d'évaluer. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, tu vas lui proposer 10 ou 15 situations sur lesquelles tu vas évaluer, c'est-à-dire tu vas faire une grille de tir, tu vas faire un certain nombre de choses. Mais après, qu'on soit très clair, ça aura toujours rien à voir avec le match. Bien sûr, ça n'aura rien à voir même avec la saison qui va arriver derrière. Donc pour moi, ça me paraissait évident qu'il fallait ensuite, derrière, continuer le travail pendant la saison. Et quand tu bosses avec un joueur comme ça l'été, est-ce que tu arrives à te dire à la fin de l'été, moi c'est bon, je pense qu'on a fait un bon été, j'ai fait mon boulot? Ou alors c'est que par rapport au résultat en match où tu vas dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, il fait une bonne saison, et par contre il fait une saison, sachant que ça dépend de plein de facteurs de faire une bonne ou une mauvaise saison, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois à quel moment tu te dis, j'ai fait du bon boulot ou pas, quoi? Sincèrement, je réfléchis pas comme ça. Parce que déjà, pour commencer, j'accepte le fait de faire... moi je suis un maillon de la chaîne. Je suis toujours parti de ce principe-là. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si je commence à revendiquer une réussite, la réussite d'un joueur plus qu'un autre, j'en sais rien, avec un joueur avec qui j'ai travaillé, je pourrais, je veux dire, à un moment donné, je peux également prendre la lumière du coach qui le met dans les bons spots. Je vais prendre la lumière du préparateur physique qui le met en jambe pour être opérationnel sur le terrain. Je vais prendre la lumière du kiné qui peut-être, pour différentes raisons, le joueur, il a peut-être des limites
Quand je dis des limites de mobilité, je dis absolument n'importe quoi. Mais je dis globalement, quand je travaille avec un joueur pendant l'été, en fait, je suis assez conscient que la saison peut très bien se passer ou mal se passer, malgré le travail qui a été très bien fait. Mais ouais, c'est quelque chose que j'accepte complètement, parce que je sais qu'aussi, il faut tomber avec un coach qui va comprendre comment utiliser le joueur. Ça, c'est quand même... c'est presque clé. Et donc, à un moment donné, si tu commences à revendiquer le fait de dire, tiens, le joueur, il est à 40... Je dis n'importe quoi. Le joueur, il est à 45%. Voilà. On les voit, ceux qui disaient l'année d'avant, il était à 44, là, il est passé à 45, c'est grâce à moi. Non, mais ça, ça, si tu veux savoir ce que j'en pense, c'est que déjà, dans un projet de ce type-là, quand tu commences à travailler individuellement avec un joueur, il faut attendre à un moment donné que c'est le joueur qui est au centre du projet, c'est pas toi. Donc déjà, aller prendre la lumière et penser qu'à un moment donné, il a à 45%, 46%, et revendiquer le fait que c'est grâce à toi, non. Des fois, tu n'as pas des clubs ou des agents qui justement pensent que, bon, bah, en gros, on prend un coach indiv, on prend un magicien. Tu vois ce que je veux dire ? Le jeune ou le joueur, il n'a pas forcément d'éthique de travail. Ouais. Et bon, bah, c'est bon, on a pris Yacine. Limite, c'est nous, on se dédouane. Ouais. C'est à lui de le faire bosser. Alors qu'au final, c'est comme un agent. Hein. Enfin, tu peux avoir l'agent que tu veux. Si tu fais pas le boulot et tu produis pas. Bah après, c'est un travail d'équipe. Après, c'est pour ça que je te fais. Bah là, je rebondis sur le fait qu'à un moment donné, alors au début, c'est peut-être pas quelque chose que je faisais dans mon parcours. Donc, quand on parlait dans le début, en tout cas, des changements un peu aussi, c'est que moi maintenant, j'ai pas de problème à contacter les coachs. J'ai pas de problème à contacter les assistants. J'ai plus de soucis avec ça. Après, contacter le kiné, contacter le préparateur physique. Enfin, moi, j'ai pas de soucis à prendre les infos. Et après, tu sais, quand tu as travaillé avec un joueur l'été, c'est pas une obligation de continuer avec toi pendant l'année. Mais moi, je dis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si un travail il doit être bien fait, il faut continuer l'accompagnement. C'est long. Et de faire comprendre aux gens que c'est pas de la magie, en fait, comme tu l'as dit. C'est pas de la magie. Il y a des agents. Il y a des gens qui pensent comme ça, qui pensent qu'à un moment donné, tu touches un mec et ça va fonctionner. Bah, c'est n'importe quoi. Tu vois, l'idée aujourd'hui, c'est de dire simplement, si tu veux progresser, en fait, réellement, ça se fait dans le temps. Tu vois, faut réussir à fournir un effort et à être constant dans l'effort. Ça, après, tout le monde ne le comprend pas. Ça, c'est une réalité. Il y a des joueurs qui, au début, ne le comprennent pas. Et après, c'est aussi peut-être comme ça aussi que je vois les choses. C'est peut-être, par contre, mon rôle de le faire comprendre. L'agent, des fois, n'y arrive pas parce que, bon, j'ai envie de te dire, beau lui expliquer par A plus B, ils comprennent pas. Mais par contre, quand je suis sur le terrain avec lui tous les jours, bah, je pense qu'à un moment donné, alors, il y a certains avec qui ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas. Mais je pense que je peux avoir au moins un impact là-dessus. Au moins un impact là-dessus. Quand on parle de skills, tu vois, c'est quoi pour toi exactement skills? Et pour moi, ça a énormément de définitions, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que le premier truc, quand on voit, des fois, c'est un peu péjoratif. Tu vois, on se dit, bah, skills, t'imagines le gars avec son coach indie va faire des quadruples step back, tu vois, des combos moves dans tous les sens. Et ça, c'est un peu la magie d'Instagram, tu vois. Mais du coup, c'est quoi un peu pour toi la définition de tout ça? Et comment, avec l'évolution du jeu, tu vois, notamment le tir à 3 points, comment ça a évolué, notamment par rapport à tu vois, différents profils où tu peux plus forcément dire, bon, bah lui, si c'est pas forcément shoot à 3 points, c'est pas trop grave, parce que maintenant, tout le monde peut et limite doit shooter à 3 points, tu vois. Bah déjà, aujourd'hui, moi, si on repart là-dessus, sur l'idée du skills, aujourd'hui, tu peux plus, en tout cas, c'est pour ma part, je suis obligé de contextualiser ce que je fais. C'est impossible aujourd'hui c'est aujourd'hui impossible de travailler sans contextualiser à un moment donné la situation. Enfin, quand je te dis ça, je m'explique. Si tu commences à travailler, je dis n'importe quoi, mais si tu veux travailler sur des situations de pick and roll, il y a un moment donné, c'est bien sympa, mais il va falloir faire comprendre aux joueurs qu'une situation de pick and roll, c'est quoi ? Avant toute chose, c'est créer un surnombre. Donc à un moment donné, quand je vois des coachs qui vont proposer des situations de jeu où je vais voir le joueur qui va tirer systématiquement sur toutes les situations, non, la réalité, c'est pas celle-ci. La réalité, c'est que le pick va lui permettre de créer un surnombre et que derrière cette situation-là, il va devoir faire le bon choix. Il y a des situations où il va pouvoir clairement scorer et puis il y a des situations où il va devoir passer la balle. Et donc si tu veux, dans le quotidien, je vais devoir à un moment donné aussi expliquer ça aux joueurs. Parce que ce qui m'importe dans le quotidien, c'est que le joueur joue juste, en tout cas sur le match, qu'il puisse jouer juste. Et ça, c'est pas un exercice qui est toujours facile, parce que des fois,
Tu vas avoir des coachs, si. Tu vas avoir des coachs, des agents qui vont te parler de scoring, qui vont te dire ouais, on attend que tu scores, on attend que tu fasses ci, on attend que tu apportes plus. Mais il y a un moment donné, en fait, ce qu'on attend aussi de lui, c'est qu'il puisse répondre de la bonne manière à la situation. Je te parle de ça, je peux te parler de post-up. Je te dis à un moment donné, un joueur qui peut être dominant sur le post-up, bah, très vite et très rapidement, il va se retrouver confronté peut-être à être trappé. Et quel choix il va faire? Je ne vais pas continuer à lui expliquer que là, il peut tirer au-dessus de la trappe. Ok, ça va peut-être arriver une fois. Mais à un moment donné, je vais quand même devoir lui expliquer qu'il va falloir passer la balle. Et de quelle manière? Et donc, forcément, je suis obligé d'intégrer le spacing. Quand je vois aussi, tu te parlais d'Instagram, quand je vois des joueurs faire des mouvements en exagérant, avec 3 step back, qui dribblent 5, 6, 7 fois sur place, j'ai envie de le dire, non mais tu sais que là, il y a un joueur à ta gauche, là. Tu sais que lui, il va sûrement mettre un stunt. Tu vois, donc là, déjà, poser le ballon dans cette situation-là, ce ne sera pas possible. Peut-être qu'à un moment donné, si tu arrives à faire ça, peut-être que le joueur va reculer. Peut-être que... Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui font qu'à un moment donné, non, c'est peut-être pas la bonne... En tout cas, c'est pas pour moi. En tout cas, tu peux pas travailler de cette façon-là. C'est pas le bon bout. Je pense qu'il faut toujours intégrer le contexte, la situation, la défense, le spacing. C'est toutes ces choses-là que tu dois intégrer dans le quotidien. Et pour bien l'intégrer, bah moi, je pense que l'outil vidéo, c'est aussi important. Ouais, et puis moi, je pense que tu vois, le contexte, c'est super important, mais il faut aussi que le joueur, il est quand même, tu vois, c'est un entraînement en plus. Bien Alors, sûr. ok, il y a l'éthique de travail, mais il faut que ce soit aussi un peu fun. Et moi, je sais que tout au long de ma carrière, avec des coachs, des fois des saisons un peu plus compliquées où tu as moins de ballons, ok, bon, tes séances, comment tu les structures? Moi, je me disais toujours, bon, je vais me faire aller 70-80% sur ce qu'on me demande maintenant, donc plus Bien de sûr. shoot. Mais par contre, les 20 derniers pourcents, ça se trouve, dans 4 ans, je vais avoir un coach qui va me demander de faire ça. Et le jour où on va me le demander, on va pas me laisser non plus 50 occasions de le faire. Donc le jour où je vais pouvoir le faire, il va falloir être bon là-dessus. Mais à contrario, j'ai eu des gars qui, leur workout individuel à eux, ils faisaient 90% de choses qu'on n'allait jamais leur demander en match tout de suite. Et du coup, t'as quasiment aucune chance de durer dans le milieu, tu vois ce que je veux dire? Par contre, t'as aussi des gars qui faisaient juste après l'entraînement ce qu'on leur demandait. Et bon, du coup, t'es vite catalogué et tu peux pas faire plus. Tu vois, je suis d'accord. Après, je te parle de ça, évidemment. Hein. Pour moi, c'est une question, parce que ce que tu dis là, c'est juste. Et moi, quand je te parle d'intégration, bien évidemment il faut toujours aussi ne pas oublier les forces du joueur, qu'il soit toujours et qu'il reste fort dans ce qu'il sait faire. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les faiblesses, pour moi, c'est dans ma façon et dans ma manière de travailler. Les faiblesses, c'est quelque chose que je vais tenter de mettre dans les routines, dans le quotidien. Parce que j'y crois pas au fait de mettre 1 heure, de passer, alors j'exagère évidemment, hein, mais passer 1 heure à travailler quelque chose qu'on ne te demandera jamais, que tu ne maîtrises pas, pour moi, je ne suis pas en train de dire que c'est presque une perte de temps, mais c'est dédier trop de temps, c'est dédier, je vais exagérer, 90% de ton temps à quelque chose que tu feras peut-être 10% dans l'année, j'exagère. Hein. Et ben finalement pour moi, c'est peut-être plus intéressant de le mettre dans les routines, de mettre ces faiblesses-là dans des routines qu'autre chose et de continuer à travailler sur les forces. Après, quand tu parlais du fait d'être fun, bien évidemment que ça rentre aussi en ligne de compte parce qu'il faut aussi que le joueur, quand il vienne à la séance, tu sais qu'il a envie d'être là en fait. Donc il va pas passer, je vais pas passer non plus les 3/4 de mon temps à lui expliquer et à jouer, à faire un clinique. Hein. C'est pas ce qui va se passer. Hein. Non, mais par contre, c'est important. Il y a des situations de jeu pour moi qui sont inévitables. Ouais, moi, je te dis ça aussi parce que j'ai joué avec des mecs, notamment des grands, qui pouvaient... J'ai joué avec Clint Capella. Okay. Et Clint, pour moi, quand il était jeune, il a fait tout bien, tu vois. Dans le sens où, ok, des fois, franchement, il est beaucoup plus doué que je pense que les gens pensent. Les gens, on le voit juste, tu sais, roller, dunker, etc. Alors qu'il, tu sais, c'est bien dribblé et tout. Hein. Et au final, le fait d'être resté dans un domaine qu'il maîtrise parfaitement, et tu vois, et ben, ça lui a permis de faire une carrière incroyable en NBA, tu vois. Alors que j'ai connu des gars qui étaient dans le même profil, qui passaient leur temps à essayer de shooter à l'extérieur. Quand tu leur disais, attends, mais regarde comment Clint il joue un peu. Je crois qu'il a pris 80 millions, 100 millions, des contrats comme ça quand même, tu vois. Ouais. Ça te dit pas de faire pareil. Et eux étaient, attends, mais moi je regarde plutôt Joel Embiid, quoi. Tu vois le truc? Ouais, mais ça c'est... Et ça, c'est quand même trouver le juste milieu entre, mon ami, reste quand même dans ton rôle. Alors après, tu peux rajouter un peu de shoot à la fin parce que il faut aussi que tu t'amuses. Mais ne te trompe pas de combat, quoi. Ouais, ça, t'as complètement raison, parce que j'ai été confronté des fois à ces problèmes-là. Hein. J'ai déjà travaillé avec des joueurs qui, je sais pas, j'ai en tête un joueur intérieur qui était dans l'impact physique, qui était incroyable, qui avait une vraie capacité sur les lectures, sur les rebonds.
mais par contre qui était convaincu d'être Tim Duncan, quoi. Donc là, ça prend du temps, et c'est là où je te parlais un peu d'accompagnement. Je te disais, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais à un moment donné, c'est important d'en parler. Et comment tu gères l'aspect mental, tu vois? Parce que voilà, tu peux apprendre à un gars à jouer, mais notamment en tant que coach individuel, tu passes aussi beaucoup de temps avant les matchs, après les matchs. C'est quoi un peu ta part dans l'aspect mental? Bon, déjà, il faut quand même bien contextualiser les choses. Je ne suis pas psychologue, bien évidemment, mais par contre, je suis forcé, comme on dit souvent, tout entraîneur doit forcément en tout cas avoir des compétences sur cet aspect-là. La réalité, c'est que moi, dans un premier temps, je ne peux pas travailler, tu vois, sans connaître le joueur. Et quand je parle de connaître, je parle de discuter, d'échanger avec le joueur au maximum. Donc il faut vraiment que je mette un climat de confiance dès le début. Pourquoi ? Parce que quand on va être dans une situation d'échec, parce que ça fait partie aussi du cheminement, hein, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, il saura peut-être pas formaliser les choses. Sauf que moi, à un moment donné, je suis pas un prof. J'ai toujours expliqué, je suis pas prof, c'est pas descendant, je te dis pas tu fais comme ça, et ça va forcément fonctionner. C'est des choses qu'on va faire à deux, un accompagnement ça se fait à deux, il y a forcément, on se renvoie la balle, et là à un moment donné, si le joueur me renvoie pas la balle, si à un moment donné il n'y a pas de dialogue, moi je pense que je suis capable de faire de la merde. Quand je dis ça, je suis capable de faire de la merde, je suis capable de l'embarquer là où il faut pas. Donc c'est pour ça que c'est important dans un premier temps de mettre vraiment, tu vois, installer ce climat-là, c'est très important. Et ensuite, tu vois, il y a quelque chose dans lequel je crois vraiment beaucoup, les routines. Les routines sont vraiment très importantes pour expliquer que, comme je te disais tout à l'heure, l'échec, ça fait un peu partie du cheminement, et donc très souvent, le quotidien, il est un peu up and down. Il peut être up and down, mais ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui soit régulier, qui soit constant. Ça revient un peu à ce que je te disais au départ, d'être dans l'effort, d'être toujours constant. Et le fait d'avoir des... Ça te rassure aussi, tu vois. C'est rassurant, exactement, c'est rassurant. Et c'est vrai que ça, et pour le coup, ça paraît comme ça paraît assez évident, mais je me rends compte avec le temps que ça l'est pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à qui je parle... Des coachs aussi. Et des coachs, bien sûr, et complètement, et des coachs aussi. Parce que tu sais, les coachs qui sont là... t'as fait un mauvais... Ou alors, tu sais, tu loupes des lancers, un match, et aller faire 4000 lancers le lendemain. Mais tu vois, JJ Redick, il avait parlé de ça. Il avait parlé des routines. Il avait dit, en fait, moi, mes routines, elles sont programmées, elles sont cadrées. Exact. Je fais le max que je peux tout le temps en étant intelligent, tu vois. Et il a dit, c'est pour ça, moi, j'ai jamais compris les gars, après un mauvais match, qui disaient, bon, je vais aller en faire plus. Mais si t'en fais plus après un mauvais match, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le reste du temps, tu fais quoi, en fait ? Ça veut dire que t'en fais pas assez. Tu vois, si t'as besoin d'un mauvais match pour te bouger les fesses et se dire, bon, je vais aller en faire plus. Ouais. C'est pour ça que moi, les coachs qui te disent faire plus de lancers, etc. J'ai pas attendu de louper des lancers pour travailler mes lancers, en fait. Tu vois, c'est... Bien sûr, comme tu disais, ça fait un peu partie du processus, mais la réalité, tu vois, c'est qu'il n'y a pas que les coachs. Hein. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est un truc un peu ambiant, parce que quand je vois des joueurs qui sont un peu dans cette mentalité-là, tu sais, qui ont vu Kobe, qui ont regardé des reportages, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça aussi que ça s'est démocratisé, le travail individuel. C'est parce que maintenant, les gens, il y a presque plus de off, on est au courant de tout. C'est un peu la magie aussi de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de contenu qui existe qu'aujourd'hui, on peut savoir tout sur tout. Mais la réalité, c'est que quand Kobe revient après un match et qu'il décide de faire 100, 150 tirs, 200 tirs, 300 tirs sur le même spot parce qu'il avait raté un tir et un tir qui était important, tu vois, dans l'inconscient de tout le monde se dit, tiens, je vais faire ça aussi. Et je l'ai vu. Et comme d'hab, lui, ça fait bien. Par contre, tous les gars qui l'ont fait après, tout le monde se fout de leur gueule. Quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et tu vois, par contre, quand tu dis aux gens, ok, très bien, t'as vu ça, et qu'à un moment donné, on va pas toujours pouvoir expliquer les actions de chacun, parce que ça aussi, c'est important, parce que tout le monde met une explication sur tout. Tu vois, tout le monde a un truc à dire, tout le monde a un commentaire à faire. Ça dépend de chacun, en fait. Mais lui, ok, il fait ça après le match, etc. Mais peut-être qu'à 4h du mat, il est à la salle. Mais peut-être toi, t'es en boîte, quoi. Mais ouais, et puis peut-être tout simplement que lui, il a des routines et qu'il a juste décidé à un moment donné, à la fin du match, par frustration, d'aller sur le terrain. Maintenant, si sa façon d'évacuer la frustration, ça, c'est autre chose. Mais il y a un moment donné, tu vois, ça contribue un peu à voir des fois des choses qui sont, pour moi, qui peut-être dans le quotidien n'ont pas de sens, parce que tu disais tout à l'heure, il fait peut-être 200 tirs après le match. Moi, je vois certains, ils font 200 tirs et puis ils n'ont rien fait de la semaine. Tu vois, alors ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. C'est ce qu'il y a de pire. Donc, c'est pour ça que je te dis, des coachs, tu sais, tu te mets dans la tête le fait que le coach, il a constamment besoin de se rassurer.
Une fois que tu as intégré ça, bon, après, le coach, t'auras beau lui parler des routines du joueur, t'auras beau lui dire attends, c'est important qu'il fasse ça avant et compagnie. Non, le plus important, c'est qu'il fasse sa séance et que ça se passe bien. Tu vois, ça aussi, c'est des choses que Tim Grover, avec l'expérience, dans tu le tu livre intègres. là, Relentless sur le gars de Kobe et Michael Jordan, il disait que les routines, il trouvait ça tellement important et il disait qu'en fait, le fait de jouer un match amical de début de saison, un match important de saison ou une finale NBA, le fait de rentrer dans ta routine, et bah ça t'enlève, tu vois, toute cette pression inutile. Tu vois, c'est pour ça que je comprends jamais, les gars, il y a un match amical, ils vont arriver une demi-heure avant. Par contre, sur une finale, ils vont arriver 3 heures avant. Tu vois le truc, Ouais, tu peux pas être mentalement stable avant un match. Alors peut-être que tu vas quand même faire un bon match, on sait pas. Et moi, je te dis ça parce que je suis passé par là, hein. Tu vois, toutes les erreurs de Mamba bien sûr, Mentality, etc., bien j'ai sûr. tout fait, hein. Je suis arrivé des fois 3 heures avant un match, j'étais nul, hein. Mais, mais c'est bien, j'étais 3 heures avant la salle, quoi. Ouais, après, ouais, comme tu dis, à un moment donné, je pense que, en tout cas, dans mon fonctionnement, les routines, elles sont essentielles. Et puis ensuite, il y a cette période d'échec qu'on connaît tous. Et à partir de là, c'est aussi important de donner des repères. C'est quelque chose, par exemple, je fais beaucoup de visualisation aussi. C'est des choses que je fais avec certains joueurs avant les matchs, d'essayer encore une fois de plus, faire de la visualisation, c'est bien, pas que dans l'échec, mais c'est de faire de la visualisation, tu vois, de manière régulière comme une routine. Ça permet sur des moments justement d'échec, comme je te disais, ça permet de rester, de revenir, de reprendre un peu possession, comme on dit, tu vois, reprendre un peu possession de ses pensées. Revenir sur quelque chose auquel je maîtrise, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait avant, je sais ce que j'ai bien fait. Tu vois, des choses, souvent on parle d'imager un peu sprint, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien, et c'est des choses qui permettent à un moment donné un peu de recadrer. Et au final, on revient toujours sur la même chose, c'est de se dire, ok, toute action qu'on va initier, c'est important toujours de la mettre dans le temps, et qu'elle dure dans le temps. Et on revient sur l'idée des routines. Maintenant, après, quand je fais face, par exemple, à des problématiques qui sont peut-être plus importantes, bah, écoute, moi, je suis quelqu'un qui, au moins, cette humilité de penser que je ne sais pas tout sur tout. Et je pense que c'est important de travailler toujours avec des experts. Et moi, c'est quelque chose que j'hésite pas à faire. S'il faut connecter une personne, en tout cas, s'il faut connecter un joueur avec un autre professionnel, c'est des choses que j'ai déjà fait avant. Tiens, on peut parler, t'en parlais encore récemment toi aussi, de Julien Souton. Et ben, par exemple, moi j'ai eu cette sensation à un moment donné de me dire, ok, là je peux pas lui apporter plus. Ok, ben je pense qu'à ce moment-là c'est plus intéressant de travailler avec un expert. Lui, c'est un vrai psychologue du sport pour le coup. Et exactement. Et donc là tu penses, et là à ce moment-là tu te dis, ok, là j'ai poussé mon joueur vers un expert, et c'est aussi ça mon rôle. Mon rôle c'est de l'accompagner. Mon rôle, c'est de l'accompagner et qu'à un moment donné, bah, au lieu de persister sur le fait de se dire non, je sais ce qu'il faut faire, non, il y a des fois, il faut accepter le fait de se dire bon, là, on tourne en rond. Là, je suis sur mon plafond de verre. Donc là, quand je suis sur mon plafond de verre, moi, j'ai aucun problème à dire attends, là, tu vas travailler avec tel expert. Et là, je pense qu'il va pouvoir t'apporter des réponses. Et avant, tu disais, je suis pas psychologue, voilà. Mais ça fait quand même partie, pour travailler avec toi en club, tu restes toi et le kiné, je trouve, Bien sûr. les deux à qui les joueurs parlent le plus, tu vois. Et ils lâchent toute leur frustration. Comment toi, tu arrives à gérer le fait de bosser avec un staff et tu vois, entre savoir quelles infos tu peux faire remonter au staff et quelles infos tu gardes pour toi, même si des fois, les joueurs, après, quand ils ont de la frustration... Ouais, bien sûr. Bah, moi, je pense que quand tu es en club, c'est important de savoir trier déjà les informations qu'on va te donner, que ce soit le coach, parce que ouais, que ce soit le coach ou que ce soit le joueur, bien évidemment, tu peux pas. L'information, hein, tu vois, elle a une valeur. Tu peux pas en faire n'importe quoi. Donc pour moi, je pars du principe que quand j'ai un joueur qui vient, en tout cas, qui vient échanger avec moi, qui vient parler, bon déjà, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, tu vois, d'être à l'écoute, d'avoir ce climat de confiance. Quand il est installé, des fois, tu peux cerner des choses qui font te dire, ok, là par contre, je peux agir. Là, je peux faire quelque chose. Déjà individuellement, déjà à mon niveau, je peux peut-être faire quelque chose. Mais quand je vois que les choses prennent peut-être trop d'ampleur, c'est là où ça peut être un exercice difficile. Mais je dois être capable à un moment donné de plugger le coach. Pourquoi ? Parce que c'est important. Moi, je peux pas être en tout cas, dans le travail que je fais, que ce soit dans un club ou à l'extérieur, je peux pas être une voix dissonante. Je dois être je sais pas comment expliquer ça, mais je dois à un moment donné aussi porter la parole du coach. C'est une réalité.
Mais d'un autre côté, je dois être aussi capable de dire au coach, quand il y a des choses que je sens qui ne vont pas fonctionner, je dois être capable de mettre tout le monde autour d'une table. Après, il faut le faire de manière très intelligente, parce qu'il faut que l'objectif quand même, c'est qu'à la fin, ça fonctionne. L'objectif pour tout le monde, c'est le même. C'est à un moment donné que tout le monde aille dans le même sens, qu'on gagne le match. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, c'est un exercice qui n'est pas facile. J'ai eu des difficultés, je pense, ma première année à Limoges. J'ai eu des grosses difficultés et je faisais vraiment le tampon et j'étais pas, je pense, en capacité de trier pour le coach à ce moment-là. Donc, c'est pas simple. Hein. Donc, c'est pas simple. Vraiment pas. Hein. Donc, je suis parti du principe que non, ok, bah, c'est des choses que je garderai pour moi. Et voilà. Et puis, avec le temps, et je pense avec l'expérience, tu commences à te dire, ok, là, on va dans le mur. S'il se passe pas quelque chose, on va perdre le joueur. Si on le perd, bah, tu sais comment ça marche. T'en perds un, t'en perds deux, ça. Puis derrière, ça peut devenir n'importe quoi. Donc, je pense que c'est avec l'expérience que j'ai réussi en tout cas à le faire. Avec l'expérience. Mais je suis passé par des situations... je vais pas te mentir, hein, je suis passé par des situations très difficiles là-dessus. Tu m'as déjà balancé ou pas? Non, j'ai jamais balancé Nicolas Lang, voyons. mais ça m'est arrivé, pour une anecdote, ça m'est arrivé de pas faire un déplacement parce que j'étais pas OK avec le coach. Okay. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, ce serait surprenant que quelqu'un me voit faire un truc pareil, parce que je pense que je suis capable de mettre... je pense que je suis capable de tomber d'accord avec chacun. Mais je me souviens que ma première année, non, il y a eu un moment donné, je me suis dit, attends, là, ça va pas. Là, ce qui est en train de se passer entre le coach et le joueur, c'est pas normal. Et donc là, bon, bah, clairement, j'ai pris parti du joueur et j'ai pas fait le déplacement, en expliquant au coach à ce moment-là qu'il valait mieux que je reste avec le joueur à la maison travailler que d'accompagner l'équipe. Ça servait absolument à rien. Mon rôle était avec le joueur et pas avec eux. Vrai gaillasse, c'est bon. Non, mais c'est bien ça. C'est bien. Pour moi, c'est important parce que je passe beaucoup de temps, bien évidemment, avec les joueurs sur le terrain. Je passe énormément de temps avec eux. Donc, moi, je trouve ça normal. Et tu t'es présenté en tant qu'entrepreneur. Donc, avant de pouvoir investir dans qui va être mon associé, tu as créé il y a quelques années un camp qui s'appelle Upsilon. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour ceux qui ne connaissent pas et la dimension entrepreneuriale de ton œuvre, entre guillemets? Bon, écoute, c'est assez simple. Au final, j'ai voulu... en fait, chaque été, je travaillais un peu à droite, à gauche. Donc, tu peux avoir comme tu sais, tu peux avoir des demandes qui peuvent venir un peu de partout. Et puis, j'en avais un peu marre de voyager, d'être loin de la famille. C'est une des premières choses qui m'a fait réfléchir. Et puis, à l'époque, j'en parlais avec un ami, avec Mickaël, avec Mike, qui est dans l'aventure depuis le début avec moi. Et je lui ai dit, je sais que les joueurs vont, quand ils ont besoin de travailler, très souvent, j'en vois beaucoup partir à l'étranger, Serbie, même aux États-Unis, enfin, tu vois. Et très souvent, c'est sur des initiatives un petit peu, c'est un peu random, tu vois. C'est un peu, il y a un coach, il prend 3 joueurs, tu vas avec des potes, c'était un peu ça. Et je me suis dit, putain, ce serait tellement mieux qu'on arrive finalement à réunir tout le monde au même endroit, c'est-à-dire réunir un maximum de joueurs professionnels au même endroit et d'entraîner tout le monde. Ça m'éviterait d'aller à droite, d'aller à gauche, me dire on rassemble tout le monde dans la même salle. Et puis, déjà trouver une salle en été, alors, c'est quand même... J'allais t'en parler. Franchement, maintenant je commence à faire de plus en plus du coaching individuel pour des jeunes joueurs, tu vois. Mais trouver une salle... C'est un délire. C'est un délire. Et c'est pour ça que... D'ailleurs, on était ensemble à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on en avait pris une bonne à Strasbourg. On a pris une bonne tôle à Strasbourg et on avait pris complètement l'eau là-bas. Et puis, je crois que le lendemain, tu avais rendez-vous au Basket Center, parce que je crois que tu étais à ce moment-là le parrain. Je me souviens plus. J'étais allé revoir la salle pour voir avec eux pour mes camps de basket. Et au final, quand j'arrive dans la salle, alors j'avais déjà cette idée, comme je te disais, que j'avais échangé avec Mike à l'époque. Et puis là, quand j'arrive dans la salle, je me dis putain, mais c'est là que je dois faire. C'est là que je dois faire mon camp, en fait. Et voilà, en fait, tout a un peu commencé comme ça. Et je suis arrivé, je me souviens encore à l'époque d'avoir tout de suite parlé de comment vous fonctionnez. Enfin, j'avais posé 20 000 questions à l'époque. Et au final, écoute, on a finalement pas organisé ce camp-là, en fait, avec... au départ, il y avait que 8, je pense, on était à peine 10 joueurs. On était, je crois, avec Alain. Il y avait Alain Digbeu qui était présent. Mike pour l'organisation. Et on était peut-être 2 prépa physiques. Je crois qu'il y avait un préparateur physique qui avait fait Selcourt, qui était là. Un physio. Mais c'était déjà bien.
Bah oui, pour 10 joueurs. Ouais, exactement, c'était déjà bien. Et puis finalement, ça a plutôt bien pris. J'avais mis dans la boucle également Puma, avec qui je travaille. Et ouais, c'était presque un essai pour tout le monde. Et puis finalement, ça a plutôt bien pris parce que j'ai essayé de donner, quand tu parlais d'entrepreneuriat, j'ai essayé de donner une autre dimension. J'ai essayé de communiquer sur le camp. Alors que c'était un camp privé, j'ai essayé de communiquer. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça a un coût. Et ce que j'avais envie de faire au départ, je me suis dit, pour faire connaître ce camp dans un premier temps, j'allais inviter les joueurs. Parce que quand tu en parlais, tu parlais, en fait, j'avais une vision un petit peu, pour les gens, c'était un peu idyllique, c'était un peu nimp. À 360 ? À 360, c'est ça. C'était, je sais plus, c'est sur BFM Alsace, hein. C'est pas BFM Alsace. J'avais sorti mon 360. Mais ouais, à l'époque, je balance, si tu veux, je vends un peu du vent, en fait. Donc au final, je suis allé, voilà, ces joueurs-là, j'oublierai pas. Ces joueurs-là qui m'ont fait confiance. Et c'est quoi, même maintenant, tes joueurs, c'est quoi, tu les sélectionnes ? Ouais, tout le monde peut s'inscrire aujourd'hui, on sélectionne. Alors, voilà, on a fait déjà 3 éditions. Donc entre la première et la deuxième, évidemment, et encore la 3e édition, les choses ont pas mal évolué parce qu'on a accueilli plus de joueurs. Mais si on accueillait plus de joueurs, la logique voulait qu'on amène plus de staff. Donc, c'est un coût, on invite tout le monde. C'est un coût aussi. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire finalement du développement commercial. C'est-à-dire qu'en gardant cette idée, numéro 1, et vraiment cette vision entrepreneuriale, elle partait sur le principe de créer une marque. Donc, je me suis dit, bizarrement, de créer une marque en fait à travers le camp et de l'installer et s'installer dans le paysage du basket français avec ce camp. Et je pense qu'on a réussi. Et comme je te disais, on a amené de plus en plus de staff. Donc c'est assez marrant parce que les joueurs te diront, ça faisait un peu NBA dans le sens où tu as un prépa physique pour 3 joueurs, tu as un coach, tu as un chef cuistot, tu amènes des compétences extérieures, un psychologue du sport, tu vas amener, tu as 3 physios disponibles. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu as des intendants. Tu vois, tout ça, c'est un enjeu. Pour moi, c'est des enjeux déjà que j'ai rencontrés dans les clubs pendant la saison. Donc, j'ai essayé un peu de reproduire. En final, j'ai essayé de créer un espèce de club pendant la saison. Et pression. Sans pression, exactement. Et j'ai essayé de plugger d'autres événements. Et vraiment dans l'idée d'accompagner, tu vois. L'idée d'accompagner les joueurs pendant l'été. Et puis finalement, la 3e édition, ça a pris une autre dimension. Parce qu'on a réussi également à amener des conférences autour de l'entrepreneuriat, parce que les joueurs pros, ils sont confrontés à ça. Parce que là, aujourd'hui, ils vivent, c'est leur première vie, mais il y en aura une deuxième. Et de leur dire, cette deuxième-là, il faut y penser. Et donc là, on a essayé, voilà, avec un de nos partenaires, on a essayé de créer ça. Et puis, on leur a parlé aussi d'éducation financière. Donc, on a laissé des personnes intervenir sur le sujet, parce que c'est un peu leur quotidien aussi. Parce qu'il y a, comme je te le disais, il y a une deuxième vie. Donc, il faut la préparer également. Et donc... voilà, ça a pris une dimension 360. et puis voilà, cette année on continue, on va clairement le camp il va upgrader clairement. C'est quoi du coup, même au-delà du camp, comment tu vois un peu l'évolution de tout ça Tu parles avant de formation. Est-ce que tout ça c'est lié également ? Bien sûr, tout est lié. Aujourd'hui Epsilon, c'est alors certes, on s'est fait connaître d'abord par l'événementiel avec le camp. Comme je te disais, c'est comme ça qu'on a créé finalement la marque. Et c'est devenu un peu plus une marque avec la paire de chaussures qui est sortie dans un premier temps avec je crois 200 exemplaires qu'on avait sortis. Mais l'année prochaine, ce sera une paire de chaussures qui pourra se trouver aussi dans le commerce. Okay. Mais ensuite, il y a la formation. Pourquoi ? Parce que comme on disait au début, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe autour de l'entraînement individuel. Et je pense que ça devient nécessaire. Et moi, j'avais vraiment envie d'apporter un cadre à ça. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles avec les gens, j'ai envie de te dire, je vais te faire une petite comparaison, mais j'ai l'impression des fois quand on parle avec certains entraîneurs, qu'en fait tout le monde, c'est un peu comme le monde de la photo et de la vidéo. Tout le monde peut être photographe. Tout le monde, finalement, peut prendre une photo avec son téléphone et faire des belles photos. Coach Indiv, c'est un peu ça quand tu regardes, parce que tu n'as pas forcément de formation, c'est pas... Exactement, et d'ailleurs quand tu vas aujourd'hui, moi je sais pas, tu vas sur les réseaux sociaux, comme je disais, tu vois des photographes, tu vois des belles photos, tu vois des amateurs faire des trucs... Alors je dis des amateurs, monsieur tout le monde, faire des photos. Des fois il y a des trucs super cool. Hein. Ouais, non mais justement, tu vois de tout, tu vois clairement de tout, et puis
Et puis j'ai envie de te dire, sur l'entraînement individuel, comme tu le dis, c'est la même chose. Finalement, tu vois un peu de tout. Moi, je regarde mon fil Instagram, voilà, sans critiquer, bien évidemment, je vais voir de tout. Mais en fait, finalement, un peu comme je te le disais, dans le monde de la photo et de la vidéo, je le vois comme ça. Quand tu as des projets sérieux, quand tu veux faire des choses sérieuses, par contre là, je suis désolé, tu vas te diriger vers un professionnel. C'est un peu la même chose pour moi, l'entraînement individuel. Si tu veux avoir un projet sérieux, à ce moment-là, tu vas diriger vers un professionnel de l'entraînement individuel. Et quand je dis ça, un professionnel, je parle d'entraîneurs aussi, qui peuvent aussi avoir développé cette compétence dans l'entraînement individuel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, cette formation que je mets en place, elle va, dans un premier temps, son rôle, ça va être de mettre un cadre. Donc, c'est ce que j'ai... La formation va commencer à la fin du mois. Et le programme, il est assez riche. Combien de temps ça dure ? Alors, en fait, il y a 2 modules en présentiel de 3 jours, donc 6 jours, et le reste est en distanciel. Okay. Mais un premier module qui se fera à Limoges, et un premier module où on verra un docteur en psychologie cognitive intervenir, on verra un scout NBA intervenir également. Bien évidemment, j'interviendrai, notamment avec Arnaud Tessier aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré à Limoges, mais qui fait de l'excellent travail dans le travail individuel chez les jeunes. Donc d'essayer d'apporter, comme je disais, d'apporter un cadre, d'apporter à un moment donné des repères à chacun. Et on aura aussi un autre module à Strasbourg, donc on retournera au Basket Center, bien évidemment. Et on aura différentes interventions aussi là-bas sur place. Et puis à distance, ce qui est intéressant sur le distanciel, c'est que chaque module va se terminer par un match et l'observation d'un match. Donc là, pour le coup, le premier module, ce sera l'observation du match Limoges-Asvel. Et l'idée, c'est derrière d'organiser suite à ce qu'on aura observé, de construire des séances de travail individuel, de se confronter aux joueurs, des joueurs qui auront été pendant le match. Donc ça sera très intéressant en tout cas d'avoir des feedbacks aussi de la part des joueurs et de confronter les entraîneurs aux joueurs. Vraiment de venir vraiment de mettre en situation les gens. Moi je pense que tu as raison parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou même de gens qui regardent le match, mais ils regardent le match. Ouais. Moi, quand je regarde un match, je vais regarder si je vais plus me focus sur un joueur et je vais regarder comment il bouge, comment il se comporte, comment. Je vais pas juste regarder où va la balle en fait, tu vois. Ouais, et puis sortir un peu de ce fantasme aussi, de dire ok, donner des vrais repères en fait, pas juste de regarder une feuille de stats et de regarder en fait ce qui s'est réellement passé, d'essayer de comprendre l'impact d'un joueur, de comprendre réellement qu'est-ce qu'il a fait pendant le match, comment. Et le problème, c'est un joueur qui est en échec, qu'est-ce que foncièrement, parce que c'est aussi ça l'entraînement individuel, c'est de dire là, on sort d'un mauvais match, qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi ça l'entraînement. Tout à l'heure, je te parlais de continuité, je te parlais de temps, mais à un moment donné, ça, c'est ta réalité de toutes les semaines, c'est le résultat aussi. Donc là aussi, il faut proposer des choses aux joueurs. Et donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, je te disais, donc il y a la formation, et donc, bien évidemment, il y a aussi le coaching individuel. Et donc, pour te faire comprendre un petit peu tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, j'en suis convaincu, les clubs auront, avec le temps, de moins en moins de moyens. C'est une réalité aujourd'hui. Je pense que si tu observes pas ce qui se passe autour de toi, c'est que tu n'as rien compris. Aujourd'hui, il y a moins d'argent. Aujourd'hui, clairement, les collectivités territoriales elles vont se retirer. Enfin, moi, je dis ça, elles vont se retirer en fait au fur et à mesure des clubs. Donc, il y aura moins d'argent. Et il y a pourtant une réalité qui arrive, c'est que le marché du joueur n'a jamais été aussi concurrentiel. Donc aujourd'hui, il faut que les clubs maintenant proposent d'autres choses. Aujourd'hui, ils doivent proposer autre chose. Ils doivent proposer... je te parle d'autres séries, je te parle de coaching, on parle d'entraînement individuel, mais ils peuvent proposer d'autres choses, d'infrastructures, même dans le médical. Aujourd'hui, pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, des domaines qui me paraissent très importants, on peut pas y mettre un rookie. C'est pas possible. Il y a des travails de développement qui vont se faire sur le physique aussi. Il faut mettre des préparateurs physiques compétents. Il faut les évaluer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'à ce moment-là, aujourd'hui, ce que moi j'ai développé aussi, c'est de la prestation. Tu vois, autour du coaching individuel, donc de ne plus être dans le club, mais être en dehors du club et de proposer ces services-là aussi. Et ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a des demandes. Alors, réellement, tu as 3 clients possibles. C'est le club, c'est l'agent et le joueur. Le joueur, très souvent, ça reste quand même sur des contextes très précis. Ensuite, à une réathlétisation. Enfin, vraiment, c'est des situations, comme je te dis, qui peuvent être des contextes, on va dire plutôt des contextes. Les clubs, parce que comme je te disais, je pense qu'à un moment donné, il faut proposer autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, les clubs en sont de plus en plus conscients, mais ça a un coût. Et je pense qu'aujourd'hui, la prestation peut être une alternative. Et ensuite, l'agent, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, un joueur, quand il signe avec un agent, il a
il a d'autres attentes encore. Clairement. Il a encore d'autres attentes. Il Sur attend les d'être objectifs, accompagné. Exactement, il attend vraiment d'être accompagné. J'entends dire, c'est aussi un problème générationnel aussi, mais dire aujourd'hui un joueur, quand tu le positionnes dans un club, l'agent, tu vois, il a aussi des attentes vis-à-vis du club. Le joueur a des attentes vis-à-vis de l'agent. Enfin, de manière générale, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer. En tout cas, dans cette relation-là, il y a un vrai rôle à jouer. Donc, c'est un peu comme ça aussi. Tu parlais de la dimension un peu entrepreneuriale. C'est un peu de cette façon-là que je vois les choses. Et c'est de cette façon-là que j'essaye de faire grandir Epsilon, en fait, au final. Bon, très intéressant. On va suivre ça avec impatience et on mettra le lien dans la description de l'épisode. Là, peut-être que la première session, elle est complète, du coup. Alors, il y a beaucoup de demandes. On a beaucoup de préinscrits. Et c'est vrai que forcément, on est obligé de... Moi, c'est une volonté d'abord, c'est la qualité avant tout. Donc là, on est forcément obligé de... on va forcément faire des mécontents. Mais après, voilà, on sait que cette formation-là va exister exactement. Il y aura d'autres sessions qui arriveront. Et puis, de toute façon, après, personnellement, en tout cas, c'est une belle expérience pour moi. C'est une belle expérience parce que cette formation-là aussi, c'est ce que j'aurais voulu, en fait, à l'époque, on t'en parlait au début du podcast, mais tu parlais quelles sont les formations, qu'est-ce qui était possible de faire, et je savais vraiment pas par où commencer, quoi. Par où commencer. Vers qui me tourner, je savais absolument pas, et au final, j'avais aussi besoin de terrain. Tu vois, c'est très bien la théorie, hein, j'entends, hein, c'est important de comprendre les choses, mais c'était aussi important d'être près du terrain et de comprendre en fait la réalité. Est-ce que l'entraînement individuel, qu'on se leurre pas, ça existe depuis toujours. Il y a des coachs, tu vois, il y a des coachs qui font de l'entraînement individuel depuis très longtemps. J'ai aucun souci avec ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les joueurs, il y a une attente, ils en veulent plus. Et aujourd'hui, on signe plus dans un club simplement parce que c'est un grand club. On signe aussi dans un club parce qu'il offre aussi d'autres services. Il offre autre chose que des minutes. C'est une réalité. Mais oubliez pas les minutes quand même. Mais tu as raison de dire que sans les minutes, on se développe pas non plus. Donc, Yass, merci. Bonne continuation à toi. Et peut-être dans 10 ans pour l'entrée en bourse, quoi. Qui sait. À plus. Plus. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt!